Alors, vidéo 10e anniversaire en mars 2025. J'ai eu ce véhicule en 2015. Donc maintenant, ça fait 10 ans. Qui plus est, j'ai le contrôle technique aujourd'hui. Donc là, je vais faire deux vidéos. Une première pour rendre un petit hommage sur la conception de ce véhicule. C'est un best-seller de chez BM. Et je ferai, en même temps, je vais présenter l'intérieur et les différentes pièces que j'ai eu à remplacer à l'intérieur. Et je ferai une deuxième partie qui sera consacrée à la mécanique et à l'entretien que j'ai eu durant ces 10 ans. Donc la deuxième vidéo mécanique complétera la première que j'avais fait, mécanique et maladie. 1992. La Bayerische Motorenwerke pense à la succession d'un de ses plus gros succès, la série 5 E34. La barre est haute, les BM comptent bien la relever. Ils vont lancer un concours auprès de plusieurs designers. Ce sont les travaux de Joji Nagashima qui seront retenus, un japonais naturalisé américain. Le développement commence sur les chapeaux de roue. Il durera 3 ans. Différents modèles d'essai sont mis sur les routes et parcourront 30 millions de kilomètres, en partant des moins 40 degrés de l'Alaska aux 50 degrés qu'on peut trouver dans la vallée de la mort. 8000 kilomètres seront parcourus sur le célèbre Nürburgring en usage intensif. Le châssis de la E39 est en grande partie en aluminium pour contenir son poids. Les 3/4 de la carrosserie et les tôles qui les composent sont galvanisées pour lutter contre la rouille. La production commence en 1995 et ira jusqu'en 2004. 2 carrosseries seront proposées. Une version berline 5 portes et une version break. La version break sortira en 1997. Différents types de moteurs seront proposés, essence et diesel. Ça commencera à 115 chevaux pour la 525 turbo diesel jusqu'aux 400 chevaux de la légendaire M5 qui elle sortira en 1998. 1 480 000 exemplaires de berline seront vendus. 266 000 pour sa version break. La E39 recevra 4 étoiles sur 5 au crash test et de multiples récompenses dans les différentes presses spécialisées allant de 1996 à 2002. On peut voir la E39 apparaître dans une vingtaine de films. Son entrée au Panthéon était faite. J'espère que ce petit hommage vous aura plu. Alors après, s'il y a des collectionneurs qui tombent sur cette vidéo, rentrez les femmes et les enfants, là ça va saigner. Donc j'ai acheté ce véhicule en 2015, comme le laisse présager cette vidéo. Voilà, un 523i de 1997, c'est un phase 1. Là, ça va avoir une grande importance pour la suite de cette vidéo. Donc je l'ai payé 2 900 €. Il avait moins de 130 000 km. Donc là, nous sommes en 2025, ça fait 10 ans. J'aurais parcouru 70 000 km, donc elle arrive un peu moins de 200 000. Je vais les faire dans pas longtemps. Donc voilà, elle n'a pas beaucoup roulé. Avec, j'aurais eu les 4 clés principales, les 2 clés principales et la clé voiturier et la clé portefeuille. C'était complet au niveau des clés. Donc la clé portefeuille est en plastique. Au début, ça m'avait un peu intrigué. En fait, c'est à cause de la généralisation des antidémarrages 2000. Voilà, c'est toutes les clés maintenant contiennent une puce qui communique avec la centrale d'injection. Donc voilà, faudra pas paumer les clés, sinon parce que là, l'époque où on allait chez le serrurier, chez le cordonnier pour les refaire à 10 balles, là c'est terminé. Là, faudra une clé vierge et la faire recoder. Donc 2 clés principales. Voilà, 3 boutons, un pour ouvrir, un pour fermer, un pour ouvrir le coffre, un peu inutile. J'en avais déjà parlé dans la première vidéo. Ça permet quand même de désactiver l'alarme. Je crois que l'alarme est de série sur cette caisse. Bon, avec le temps et tous les capteurs, elle aura tendance à être capricieuse. Moi, je la débranche systématiquement. Ça, voilà, on appuie un coup pour la fermer et ça fera apparaître la petite LED rouge sur le rétroviseur. Petite option qui peut être sympa. On peut descendre ou monter les carreaux de l'extérieur. Voilà, si on a oublié de les monter ou si on veut les descendre en été. Voilà, pour quand il fait un peu chaud. Donc c'est appréciable et ça fonctionne encore. Avec le véhicule, j'ai eu le manuel d'utilisation qui est vraiment bien fait et j'ai eu le carnet d'entretien. La voiture a été suivie chez BM à peu près jusqu'à 100 000 km. Après, je sais pas trop combien elle a eu de propriétaire entre temps. Voilà, sur ces bonnes paroles, nous allons monter dans la belle. Bon anniversaire ma belle. En plein jour, on y voit quand même plus clair. Bon, je vais vous épargner la présentation du véhicule. Il y en a des stocks sur YouTube avec des E39 en meilleur état. Donc, je vais vraiment parler des maladies, voilà, et des pièces que j'ai dû changer. Alors, premièrement, on va commencer par la gauche en allant vers la droite. Alors, les 2 lèvres-vitres, voilà, 30 ans, les lèvres-vitres d'origine, les BM, vous voyez, bonne qualité. Après, c'est les vitres les plus sollicitées. Donc, c'est des pièces, voilà, qui sont pas trop chères. Combien? 50 balles pour la porte avant, 35 € pour l'arrière. L'arrière, c'était pas très cher.
On voit, voilà, c'est des pièces, j'achète ça sur Autodoc. On voit, ce sont pas des pièces d'origine, hein, la qualité perçue est un peu plus basse. Bon, après, on leur demandera pas de faire 30 ans. Donc, bon, en difficulté moyenne pour les changer, il faudra juste virer le joint du haut de la porte, hein, pour sortir le carreau, voilà, et accéder aux lève-vitres en dessous. Alors moi, j'ai eu un petit souci au changement du lève-vitre. Je crois qu'elle est tournée en rush. Je vous le mettrai, hein, si ça peut épargner à quelqu'un de faire la même connerie. Donc nickel, j'ai essayé la vitre, elle monte, elle descend, c'est tout neuf, c'est génial. Juste un petit souci, tu vois, tu sais, il donne un kit de vis avec le truc. Alors j'en ai repris, mais il y a une vis, tu sais, je voulais pas m'emmerder, je sais pas pourquoi. J'ai remis celle d'origine, tu vois. En plus, c'est hyper con parce que c'est une putain de vis hexagonale. C'est une Torx, quoi. Et j'ai remis, quoi. J'ai pas voulu me faire chier, j'avais la clé à côté, voilà, j'ai remis la vis d'origine. Puis en fait, j'ai eu un petit problème avec, tu vois. En fait, le petit problème, c'est après quand je suis venu garder la bagnole, j'ai vu ça, tu vois. Et là, tu sais, il y a une réflexion qui m'est venue. Je me suis dit, espèce de connard, pourquoi t'as remonté une putain de vis Torx alors que t'avais le mécanisme et toute la boulonnerie qui était fournie avec? Ah ouais, mais gna, ta gueule, quand on te file des pièces neuves, tu montes tout ce qu'il y a dans le carton, tu comprends? Encore un petit problème, les deux lécheurs de vitre, ils collent pas bien à la vitre. Je sais pas si on verra, il y a un petit jour. Voilà, donc solution pour les lécheurs, là. Je vais foutre un morceau de câble. Voilà, ça doit être du 2,5 mm, enfin, un gros morceau de câble, quoi, en cuivre. Tac, comme ça va redonner de l'épaisseur. J'ai fait ça pour la porte arrière, ça marche nickel. Ça bloque pas la vitre. Voilà, système D. Alors là, je vais parler du compteur. Alors, le compteur, les plus érudits verront que les cerclages ne sont pas d'origine. Ça, je les ai achetés sur AliExpress, bien sûr. Hein, 10 balles, pas cher. Hein, donc le compteur assez facile à démonter. Hein. Voilà, ça fait partie des petits trucs, voilà, qui font pas trop Jackie. Alors, souvent, ce qu'on reprochera sur les E39, c'est qu'il y en a beaucoup qui se plaignent des pixels. Hein, il y a les pixels qui crèvent. Alors moi, c'est un phase 1. C'est un phase 1. J'ai pas eu ce problème. Alors, soi-disant, il y a un menu. Il y a un menu caché quand on laisse le bouton là pour les kilomètres enfoncés. Ah bah si il y est. Si, il y est. Hein, j'allais dire, il n'y est pas. Bon, bah, je regarderai ça plus tard. Parce que souvent, ça va avec l'ordinateur de bord qui est en dessous, là. Donc, moi, j'ai pas l'ordinateur de bord, hein, j'ai juste le poste. Le poste, voilà, tac. Et souvent, on se plaint, voilà, que les pixels dégagent. Moi, j'ai pas eu ce problème. Bon, je parlerai du poste après. Alors, attendez, parce que j'ai la batterie qui est pas loin, là. Que je me retrouve pas à pied comme un con à la fin de la vidéo. Donc, le volant. Voilà, là, faut parler du volant. Alors, il y en a plein qui trouvent ce volant hideux. Bon, là, c'est un peu dur quand même. Hein, c'est le volant 4 branches de chez BM, hein, pour toutes ces berlines. Alors moi, pendant un moment, il m'était aussi venu à l'idée de le changer. C'est le problème sur les phases 1. La colonne de direction est singulière. Il sera compatible avec rien du tout. Et les volants pour phase 1 sont extrêmement rares. Donc, bah, j'ai renoncé. Hein. Voilà, j'aurais bien mis un volant 3 branches de 46. Donc en plus, il y a les commandes au volant. Hein. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur les phases 1, il y a beaucoup de trucs qui changent en électricité par rapport aux phases 2. Donc je déconseille, j'ai pas regardé, mais voilà, je partirai pas là-dedans. Cette voiture est équipée des airbags. Hein. En plus, il y a un airbag dedans, ce qui rajoute à la difficulté. Alors les airbags, il y en aura un dans le volant, un passager et deux dans les portes. Alors pourquoi je parle des airbags? Il y en a plein, il va dire on s'en fout, parce que cette voiture a des petits soucis avec le voyant des airbags. Hein, c'est surtout le voyant. En fait, ça viendra souvent du siège passager. Alors moi, j'ai pas eu le problème. Soi-disant, il y aurait un tapis qui est dans le siège passager pour distinguer si c'est un enfant ou un adulte et pour ne pas déclencher l'airbag. Alors ça, à mon avis, c'est sur les phases 2, parce que moi, je n'ai jamais eu ce problème. Et souvent, quand le tapis déconne, bah, ça vous affichera le voyant de l'airbag. Alors moi, un coup, j'ai le voyant de l'airbag qui s'est affiché, donc je pensais que c'était ça. Mais en fait, non. D'où ça vient? Bah, ça vient des prétentionneurs de ceinture. En fait, il y a des prétentionneurs dans les ceintures. Hein. Si un impact est détecté, que les airbags se déclenchent, bah, ça va tendre les ceintures. Et moi, en fait, c'est de là que vient le signal, hein, parce que je l'ai vu à la valise. Hein.
chaque fois ça marque tensionneur, belt, machin. En fait, ça vient d'où? Bah, il y a un faisceau hein, qui passe sous le siège. Et voilà, quand on bougera le siège, et ben ça, voilà, je dois avoir un faux contact dedans. Donc dès qu'il y a le faux contact, et ben ça va allumer le voyant sur le tableau de bord. Donc voilà, à chaque fois, il faudra ressortir la valise pour l'éteindre. Hein, c'est un peu pénible. Donc, alors les solutions pour le capteur de siège. Pas la peine de jouer les puristes et d'aller chez BM. Il y a des mecs qui ont déjà essayé. Eh, les gars, ils sont allés 3 fois, ils ont changé 3 fois la pièce. À chaque fois, ça recommence. Donc bon, moi je l'ai pas. Hein, ça doit être sur les phases 2. Je sais pas exactement ce que c'est, si c'est un tapis ou bon bref, c'est un capteur quoi. Donc je sais j'ai vu qu'une solution existait. En fait, il y a des petits malins. Ils ont fait quoi? Ils ont créé un simulateur hein, pour le capteur. Donc en fait, vous branchez ça à la place, c'est une espèce de petit boîtier qui va simuler le capteur de passager. Et voilà. Et ce truc-là ne claque pas. Je sais pas combien ça coûte exactement. J'essaierai de mettre un rush si je retrouve le produit. Et voilà. Et ça règle le problème. Mais voilà, c'est une pièce qui est non officielle. Ça, heureusement que cette voiture est populaire et qu'il y a d'autres mecs qui se sont penchés sur le sujet. Moi, mon problème, ce sont les prétentionneurs. Hein. Donc voilà, on évitera de manier le siège passager trop brusquement. Normalement, ça tient, le voyant airbag n'apparaîtra pas. Le problème, généralement, eh bien, ce seront les passagers, et plus particulièrement les meufs. Les meufs, hein. Voilà, voilà, vous avez un date, hein, vous invitez votre belle. Moi, le dernier coup là, c'était ma copine là qu'on s'est rencontrés là, qu'on va au resto. Elle est grande. Alors, j'avais pensé au truc. J'avais déjà reculé le siège à fond, bien tout doucement. Voilà, le capteur, le voyant, c'était pas rallumé. Ah, elle monte son corps de déesse dans la bagnole, elle s'assied. J'ai ah là là, bon, il y avait pas beaucoup de route. On y va, on discute. Et là, à un moment, elle me regarde dans les yeux. Et elle me fait, j'aime pas être loin du pare-brise. Et là, je la regarde. Elle prend la manette de réglage. Elle prend tout son élan. Et ah, elle la avance. Et là, je regarde le tableau de bord. Et là, instant que le voyant, il se rallume. Putain, comment j'en ai chié pour le rééteindre. Donc, solution. Bah, en fait, voilà, c'est le faisceau qui est sous le siège. Il y a une espèce de petite patte pour tenir le connecteur là du faisceau. Alors, j'ai pas regardé. Mais pour intervenir dessus, faut faire quoi? Bah déjà, faut démonter le siège, hein, je présume. Et pour avoir de la place. Puis c'est quoi le problème? C'est si le faux contact, il est sur le faisceau, bah en fait, il va falloir le ressouder, quoi. Parce que tu peux mettre une cosse. Mais si c'est un câble voilà qui a tendance à bouger avec le siège, hein, ça les ingénieurs ils ont pas trouvé de solution pour ça. Bah en fait il faut le souder. Alors ça veut dire quoi? Faut un fer à souder portatif. Donc bon bref, je me suis pas lancé là-dedans. Pour l'instant j'essaie de le bouger avec douceur. Hein. Et ça tient, c'est que quand vraiment on le recule à fond ou que voilà que l'éclaireur apparaît. Ok, là on va commencer à rentrer dans le dur. Le putain de contacteur de feu stop de phase 1. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais fait les freins là, hein, j'avais changé le liquide, tout bien. Bon, j'en parlerai dans la deuxième partie, dans la partie mécanique. Et en remontant tout, j'ai eu la désagréable surprise de voir là, le petit schéma avec la voiture et les deux loupiottes de derrière allumées. Et je descends, je regarde, et en fait, je m'aperçois que j'avais les deux stops allumés en permanence. Et bon, je regarde, je mets la valise, et là, ça m'indique quoi? Ça marque switch brake open, hein, contacteur de frein. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends la référence, je crois que c'était sur le site BM. Je prends la ref BM, j'en commande un, et j'ai reçu un truc de phase 2. En fait, sur les phases 1, c'est le contacteur de feu stop est mécanique. Sur les phases 2, c'est un truc qui est magnétique. Bon, bref. Et celui de phase 2, il coûte 20 balles. Hein. Vous pouvez l'avoir sur Autodoc. C'est une pièce qui est très courante. Et celui de phase 1, c'est une misère à avoir. Je l'ai commandé sur eBay, je crois. Mais j'ai dû attendre 1 mois et demi pour l'avoir. J'ai dû le payer 60 €. Hein. C'est un petit interrupteur de merde, là. En fait, je l'ai pas payé 60 €. J'ai regardé le rush. Je l'ai payé 80 €. Ok, je le reçois. Je le remonte. Enfin. Je vais faire un essai. Alors, tout se passe bien, hein, voilà, il fonctionne. Enfin, les feux stop s'allument. Et là, au début, je me rappelle, tout s'était bien passé. Pendant à peu près 20 minutes.
Et là, j'ai un petit souci, en fait, c'est quand je freine. Alors, tu sais, vous voyez, j'ai appuyé une fois sur le frein, ça le fait pas, là. Et en fait, quand on laisse la pédale enfoncée, voilà. Erreur! Erreur sur l'ampoule arrière. Et là, je fais putain. Alors, je vais vérifier les ampoules en me disant, tiens, c'est peut-être les ampoules qui ont été tellement sollicitées qu'il y en a une qui a dégagé. Alors, faut savoir qu'en fait, quand vous avez l'ampoule ici, là, la droite, là, qui est allumée, ça correspond aussi au troisième feu stop. Mais est-ce que c'est ça? Et là, toutes les ampoules fonctionnent. Et je rechange toutes les ampoules. Il n'y a rien à faire. Ce putain de voyant s'allume à chaque fois. Donc, les feux stop fonctionnent, hein. Pas de problème. Mais voilà, je me tape toujours une erreur au tableau de bord. Après 1 mois et demi et 80 balles. Donc voilà, là c'est vraiment la théorie de Murphy, hein. C'est en général quand un truc vous fait chier, ça va jusqu'au bout. Donc ouais, alors là je ne sais pas quoi faire, là je manque d'idées. Si quelqu'un en a une, là, qu'il la mette dans les commentaires. Je fais quoi? Alors, je me dis, ça doit peut-être venir du contacteur. Je fais quoi? J'en rachète un autre à 80 balles pour voir si... au secours, quoi. Au secours. Donc voilà, ce contacteur de feu stop, hein, ce maudit contacteur de feu stop. Ensuite, on va continuer sur les trucs qui fâchent. Ici, là. Alors, c'est marrant, là. Vous voyez, il y a deux boutons, là, deux trucs qui ne servent absolument à rien. Alors ça, c'est pour régler l'intensité de la lumière du compteur. Et ça, en fait, c'est un bouton, là, qui sert à relever les phares si le véhicule est chargé ou pas. Alors, petit souci sur les phares, hein, bon, ça, c'est un problème qui est reconnu, c'est qu'il y a des vis de réglage, hein, des phares qui, avec le temps, ont tendance à péter. Alors, ces vis-là, elles sont très facilement trouvables sur Internet, hein, ça vaut rien du tout, hein. Faut juste démonter le phare et remettre les vis. Et comme moi, les phares, voilà, ils sont un petit peu vieux, les plastiques sont un peu abîmés, en fait, les vis de réglage, elles sont mises sur les moteurs électriques des phares. Et donc, dès qu'on touchera au réglage des phares, ça aura tendance à déboîter les vis. Et donc, il faudra démonter le phare pour remettre les vis. Donc moi, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé, j'ai débranché les moteurs, hein. Donc voilà, ce bouton-là maintenant est inopérant et ça m'indiquera 2 erreurs à la valise sur les moteurs des phares. Mais les moteurs des phares, voilà, ça fait partie de ces petites options inutiles hein, qui sont cause de problèmes. Alors après, qu'est-ce que j'ai eu? Encore une option inutile. Pourtant, il n'y en a pas beaucoup sur cette caisse, hein. Ah, c'est pour ça, les bagnoles modernes, quand ça vieillit, j'imagine même pas. En fait, c'est quoi? C'est le fameux chauffage de parking, hein, dont j'avais parlé. Hein, j'avais fait une vidéo là sur la purge du refroidissement avec la pompe auxiliaire là de refroidissement. En fait, c'est ça. Donc ça, c'est le bouton reste. Donc en fait, au début, j'ai jamais trop compris comment ça fonctionnait, hein. Donc là, pour cette vidéo, j'ai regardé, j'ai un peu mieux pigé, hein. Donc quand le moteur est chaud, hein, voilà, que vous arrêtez. En fait, vous coupez le contact, hein, et quand tout est fermé, vous appuyez sur le bouton reste et ça enclenchera le chauffage de parking. Et effectivement, ça fonctionne bel et bien, hein. Et bon, voilà, je ne m'en sers jamais, quoi. Mais j'avais une erreur à la valise sur la pompe, hein. Et d'ailleurs, pareil, hein, j'en ai recommandé une avec les références Autodog, BM, machin, et j'ai pas reçu la bonne. Et en fait, j'ai dû, j'en ai racheté une sur eBay, voilà, qui ressemblait à celle que j'avais, hein. Et je l'ai montée et pas de problème, hein. Et donc maintenant, le chauffage de parking fonctionne et l'erreur a disparu. Donc voilà, on a fait un petit peu près le tour des problèmes que j'ai eu sur ces 10 années, hein. Et voilà, et c'est sur moi que c'est apparu, hein, c'est normal, je suis le dernier. Donc bon, au vu de l'âge du véhicule, hein, voilà, j'ai envie de dire que c'est normal, hein. Ça vieillit quand même très bien. Le principal est là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, avant, je sors d'un E36. J'avais un E36 coupé, là, comme j'ai déjà dit, un 2 litres. Et alors, c'était un phase 1, il était de 93. Et le truc, au niveau de l'intérieur, c'était une catastrophe. Tout se pétait la gueule, mais le ciel de toit, là, ici, le ciel de toit, hein, il a pas bougé. Ça, franchement, impeccable. J'avais des espèces de moquettes dégueulasses sur les portes. Pareil, ça tombait de partout. Et quand tu faisais des kilomètres, que tu mettais ton coude sur la coudoir, la moquette, elle t'irritait. Là, vraiment, c'est un salon. C'est un salon. Là, j'ai eu le cuir, hein. Bon, je vais pas parler du cuir, hein, et tous les défauts qui vont avec. Généralement, c'est la température. C'est vrai que le cuir, en été, tu te crames les fesses. En hiver, tu te les gèles. Bon, hein, moi, j'ai mis une protection. Alors, c'est vrai qu'ils tiennent vraiment super bien.
Bon, je vous épargne l'arrière. Hein, j'ai fait un petit rush, là, je le mettrai, mais vraiment très, très confortable. Hein. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que cette bagnole, elle a beaucoup de pièces qui sont issues de la série 7. En fait, c'est une espèce de mini série 7. Là, ici, la commande pour les vitres électriques, les rétros, ça vient de la série 7, c'est la même, hein, j'ai vu dans les vidéos. Enfin, la E38. Les rétros, pareil. Hein, il y a le petit angle. Vous voyez, là, le trait, là. Et ça, c'est pour l'angle mort. Bon, moi, je m'en sers pas, je tourne la tête. Mais c'est voilà, c'est le même rétro. Voilà le rétro électrique. Hein, il n'y a pas toutes les conneries clignotants qui servent à rien, les machins. Si vous en pétez un, normalement, le prix devrait rester raisonnable. Ce qu'on retiendra, eh bien, c'est la qualité de fabrication. Parce que ça, c'est pas une voiture de collection. La voiture, elle s'en est pris, mais plein la gueule. Personne n'en avait rien à foutre. C'est une voiture à vivre, hein. Et vraiment, on a les fameux plastiques émoussés, hein, dans lesquels tout le monde se branle. Bon, alors c'est que, voilà, pour le haut de la planche de bord, ici, hein, en dessous, pour tout ce qui est en dessous, ce sera du plastique dur. Mais à mon avis, s'ils ont mis du plastique dur là, c'est pas, voilà, c'est réfléchi. Hein. En attendant, ça vieillit pas. Voilà, par rapport aux séries 3, on voit la boîte à gants. La boîte à gants, voilà, elle s'ouvre doucement. C'est tout chie la classe. Hein. Voilà, les quelques options un peu farfelues qu'ils ont mis. Bon, voilà, c'est pas les trucs trop handicapants. À part les phares. Hein. Voilà, tu sais, il y a les options qui ne servent à rien, hein, comme l'intensité de la lumière du compteur. Les options qui occasionnent des problèmes, hein, comme le réglage des phares. Et les options dont on n'a rien à foutre et qu'on adore, comme par exemple le pare-soleil arrière. Là, cela n'est-il pas magnifique, mesdames et messieurs? C'est vrai que quand le vendeur me l'a mis, voilà, c'est les petits détails comme ça qui font réfléchir. Voilà, avec des petites options quand même qui posent question, hein, comme le chauffage de parking, qui reste des heures sur un parking. Ici, nous avons un bouton pour empêcher les passagers arrière de descendre les carreaux. Et ici, il y a un bouton, voilà, pour condamner les portes arrière, hein. Voilà, pour les enfants, hein, ou un mec qui nous doit du pognon, hein. Donc c'est vraiment des bagnoles de directeurs, des bagnoles de voyous, hein. C'est, voilà, pour moi le série 7, c'est la voiture du directeur avec chauffeur, et le série 5, voilà, c'est la voiture du directeur qui prend sa bagnole, hein, qui veut un truc d'un peu plus léger. Hein, il y a vraiment beaucoup de similitudes entre les deux modèles. Le seul truc, voilà, qu'on pourra déplorer quand même, c'est les porte-canettes. Hein. Voilà, c'était la mode des porte-canettes à l'époque. Hein. Ah, les porte-canettes, bon là on voit, c'est vraiment, ils sont de piètre qualité perçue. Hein. Donc bon, moi pareil, je ne m'en sers jamais. Mais alors, par exemple, ceux-là, je les ai eus sur AliExpress. Hein. Voilà, comme c'est un véhicule qui est courant. Et combien? Voilà, pareil, AliExpress, hein, ils auront un peu de mal à se refermer. Referme-toi, putain. Ils auront un peu de mal à se refermer. Franchement, la qualité, bah, elle se rapproche de ceux d'origine. Ceux d'origine, c'est déjà de la merde. Hein. Ils étaient bien siglés BM, hein, donc c'était vraiment ceux d'origine. Donc voilà, on les trouvera sur AliExpress à 20 balles. Hein. C'est vraiment ça. Toutes les pièces pour cette voiture sont disponibles, hein, surtout pour les phases 2. Voilà, phase 1, comme là je viens de l'expliquer, c'est un petit peu plus compliqué. Cette voiture, en fait, elle a l'essentiel. Elle est l'âme de l'automobile. C'est la voiture alpha. Hein. Elle a été, voilà, une voiture de 2000. Après, je parle de cette caisse, hein, mais il y a plein de caisses de 2000 qui sont valables. Mais celle-là, ce sera vraiment un porte-étendard. Voilà, elle a tout ce qu'on demande à une automobile et elle le fait bien, quoi. Voilà, par exemple, des petits exemples très bêtes. Le désembouage. Vous voyez, vous appuyez dessus, la buée, elle se barre en 5 secondes. T'as pas à faire tout un tas de réglages. Moi, au début, un des trucs qui me faisait flipper sur cette caisse, par exemple, c'était la commande de clim. La commande de clim qui est toute électronique. Au début, j'ai vu ça, j'ai fait, oulala, et ça, quand ça commence à déconner, c'est des coups à plus avoir de chauffage, plus de désembouage, bah, en fait, que nini, hein, elle tient, hein, c'est la fameuse clim Bizone. Alors, je suis pas certain que ce soit la même que sur les séries 7. Voilà, le seul truc, hein, j'en avais parlé dans la première vidéo, voilà, c'est, ouais, il y a une résistance de chauffage avec un petit dissipateur, hein, qui est dans la garniture, là, de ce côté-là, faut démonter ça, là. Elle sera accessible par là. Ça vaut 20 balles. Voilà, ça doit claquer une fois tous les 10 ans. Voilà, en général, si vous avez un problème avec la ventilation, ce sera ça. Bien sûr, ce véhicule a la clim. Donc, et il y a un confort, mais un confort pour une caisse de cet âge-là. Je veux dire, dans cette bagnole, il ne fait jamais trop chaud ni trop froid. Voilà, on peut foutre ça en auto. Hein, d'ailleurs, là, je l'ai mis en auto.
21 degrés, ça se régule tout seul. Tu montes dedans, c'est voilà. En plus du mini salon que c'est, la température, t'as 1000 bornes à faire, mais tu les fais d'un coup sans t'arrêter, quoi. Donc ce sera voilà, c'est tout ce qu'on demande. Après, des options à la con, on n'en a pas besoin. Nous, ce qu'on veut, c'est le minimum. Enfin, moi, c'est ma perception que j'ai de l'automobile. Le poste. Voilà, alors il y en a beaucoup qui ont l'ordinateur de bord, là. J'en avais parlé vite fait, machin. Moi, j'ai pas les pixels qu'on cramait. Moi, c'est juste un poste en un bloc, hein. Alors c'est assez particulier comme format, hein. C'est un gros truc. Voilà, c'est le bloc complet enlevé, hein. Moi, c'est un cassette avec, hein. Bon, j'ai quelques cassettes, hein. Mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, comme il y a plein de pièces disponibles, ils vendent un récepteur Bluetooth, hein, qui se branche à l'emplacement sur la prise du chargeur CD qui est dans le coffre. Voilà, la voiture est connectée en Bluetooth. Pourquoi j'ai mis cette petite poignée? En fait, c'est pour poser mon téléphone. Téléphone connecté en Bluetooth, compatible avec les commandes au volant. Que demande le peuple? Même les mecs qui ont des écrans tactiles partout dans leur bagnole, ils ont toujours un support pour mettre leur téléphone, ils sont avec leur téléphone. Et plutôt que de multiplier les écrans, voilà, tu connectes ton téléphone à la voiture et en fait, c'est ton téléphone qui va faire office de chaîne Wi-Fi, hein. Tu peux tout mettre avec. T'as qu'un seul écran, t'as pas des trucs, de la lumière partout. Les lumières, parlons-en. Je vous en parlerai après. Bon, on va retourner dans la tanière du loup pour la conclusion. Mais vraiment, voilà, elle a le minimum, elle le fait bien. Que ce soit, mais tout quoi. Les essuie-glaces, ils couvrent presque la totalité du pare-brise. Il y a des vitesses, il y a une quantité de vitesses pour vraiment adapter en fonction de l'intensité de la pluie et de la vitesse qu'on veut. L'heure. Voilà, un truc très con, mais les choses les plus connes sont les meilleures. Je veux régler l'heure. 7, vous voyez là, 25, j'en coupure. Plus, moins, tu rappuies. L'heure, elle est réglée. T'as pas besoin de sortir le mode d'emploi ou de te paumer dans des putains de menus d'écran tactile à la con pour trouver comment la régler. Voilà, la simplicité. N'importe qui monte dans cette bagnole, il la prend en main en 5 minutes. C'est ça qu'on veut. Après, au niveau du moteur, bon, 523i, donc c'est le 2,5 litres qui est un petit peu dégonflé. Voilà. Bon, moi, je roule en ville. Voilà, je roule en ville et il est vrai que je ne regarde pas trop à la consommation quand je me déplace, donc je suis à 12 litres. Voilà, un mec qui sera un peu plus modéré, il fera du 10 litres. Sur autoroute, hein. Tu roules comme un mec en voiture électrique à 90, t'es à 7 litres au 100. Peut-être même un petit peu en dessous, mais je veux pas exagérer. T'as envie de rouler vite? Voilà, 6 cylindres en ligne, avec couverture variable des soupapes pour l'admission. Hein, le moteur est pas trop en retard non plus. Voilà, la voiture fait 8 secondes 6 du 0 à 100. Bon, voilà, hein, c'est honorable. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu dépassé, mais pas trop non plus, hein, que ce soit au niveau de la consommation ou des performances. Et voilà, et quand même, un coup, j'ai réussi. Normalement, elle prend 207 km/h sur le circuit BM. En Allemagne, moi, j'ai réussi à la monter à 2,40, mesdames et messieurs, dans une descente, hein, je l'avoue. La boîte est super bien étagée. Et quoi? Elle a de la reprise à 160. Parce qu'avant, j'avais le 2 litres, hein, sur le coupé, là, le M50. D'ailleurs, quand le vendeur me l'a vendu, j'étais là, je fais, ouais, vas-y, c'est la même chose. Je fais, le coupé faisait 1 tonne 3, 150 chevaux. Ça, c'est quoi? C'est 1 tonne 5, 170. Je fais, oui, c'est kiff bourricot. Les gars, non, alors, j'avais vu, elle avait un petit peu plus de couple. Et, alors, c'est vrai que le 2 litres, quand t'arrives à 160, il avait un peu tendance à s'essouffler, quoi. Tu regardais le compteur monter. Et celle-là, j'étais impressionné. À 160, elle a de la reprise. Tu sais, de 0 à 120, bon, ouais, c'est un peu commun. Et à 160, ça, voilà, jusqu'à 200, on va dire, t'as un peu de reprise. Bon, après, hein, exagérons pas, hein, toute proportion gardée. Mais si on regarde combien 170 chevaux, 1 tonne 5, si on rapporte ce poids puissance à 1 tonne, ça fera 115 chevaux pour 1 tonne. Bah, ma foi, ce qui était à peu près le rapport poids puissance d'une GTI de l'époque, hein, d'un Golf ou d'une 205. Donc voilà, hein, tu as tout. Le confort, le machin. Je pourrais en faire 1 heure tellement je l'aime. Là, regardez, là. Vous savez ce qu'il y a ici, là? Une trousse à pharmacie. Une trousse à pharmacie, mesdames et messieurs. Entièrement complète d'origine. Je savais même pas qu'elle y était. C'est quand j'ai regardé le manuel d'utilisation que j'ai vu que c'était marqué. Alors, je me suis empêché de descendre pour regarder. Et elle était complète. Ça, il y a des mecs, j'ose même pas regarder combien ils doivent vendre ça sur eBay ou
Donc voilà, hein, alors je vous épargne la banquette arrière, le coffre hein, avec la célèbre caisse à outils. Voilà, on vend une caisse à outils parce que BM à cette époque-là, il savait que l'automobile, voilà comment ça fonctionnait. On va quand même lui mettre un ou deux tournevis hein, au cas où il y aura un petit problème, malgré qu'on ait confiance à notre bagnole. Hein, on sait comment ça se passe. Bon, elle était pas complète, mais voilà, c'est vraiment, elle est le témoin de son époque, le porte-étendard. Hein. Les caisses de 2000, il y en a plein qui sont bien. Hein. Il n'y a pas que BM. Il y a des bons numéros partout. Ce qu'on veut, moi, ce que je demande avant tout, c'est d'avoir une bonne bagnole. Eh bien, ceci est une bonne bagnole. Vous voyez ces petites LED d'intérieur qui n'ont toujours pas claqué au bout de 30 ans? On se croirait dans un U-boat. Hein, une lumière rouge pour pas se faire repérer. Sacrés Allemands. Bien sûr, il y a des petites liseuses. Ah, pour consulter des documents. Niche Ferguson. Ah oui. Donc, messieurs, fin de cette première partie consacrée à l'habitacle pour le 10e anniversaire. J'espère y avoir été le plus original et le plus pertinent possible par rapport à ce qu'on peut trouver sur YouTube. Maintenant, je vais m'attacher à la suite. La partie la plus intéressante, la mécanique et l'entretien. J'exposerai les différentes pièces que j'y ai installées et les réparations que j'ai dû faire durant ces 10 années. Je vais ressortir mes archives de cette 523i E39, la E39, une voiture conçue pour nous les hommes, ceux qui prennent la vie et ceux qui la donnent.